Salut à vous et bienvenue à Téléglise. Nous voici dans le théâtre Nebbia Posch à Bienne. Il y a quelques mois, ici, a été créé le spectacle L'Art de la chute de et avec Antoine Zivilonghi. Nous voulons revenir sur ce spectacle avec vous, Antoine Zivilonghi. Vous êtes artiste de théâtre et de cirque. Vous avez fait l'école Dimitri. Vous avez un perfectionnement en art du cirque aux Pays-Bas. Votre travail vous emmène dans différents pays d'Europe. Les choses se passent plutôt bien pour vous. Et voilà qu'il y a 2 ans à peu près, vous avez une grave chute en parapente. Vous tombez de 30 mètres, vous frôlez la mort. Mais peu après, vous décidez d'utiliser cette expérience pour en faire un spectacle. Un one-man show intitulé L'Art de la chute est présenté ici en automne 2020. Alors, comment vous est venue l'envie de mettre en spectacle votre expérience? C'est une suite de circonstances. En fait, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Carte Noire, avec qui on organise régulièrement des soirées, 4 à l'année, en fait, qui sont des soirées où on présente des petits formats de créations, qui sont des créations, qui sont des pièces originelles. Et puis, il se trouvait qu'il y en avait une qui était prévue en juin 2019, qui se situait 1 mois et demi après l'accident dont vous venez de mentionner, avec la thématique American Dream. Voilà. Donc, moi, je me remettais plus ou moins de mon opération, et puis j'avais envie de faire quelque chose, de créer quelque chose là. La thématique a très vite été oubliée, American Dream, et puis ce qui est sorti, c'est ce dialogue entre le conscient et la sensation, justement, sur cet instant où la raison, peut-être, on peut l'appeler comme ça, réalise que la chute est là, qu'elle est en train de se passer et que vraisemblablement elle va s'arrêter une fois, parce qu'une chute a une fin, jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Et voilà, donc c'est venu comme ça m'a un peu dépassé en fait, c'est sorti un peu comme ça, et puis ça a été présenté à Carte Noire, justement en juin, sous la forme d'une première lecture. Avec la chance que dans le public, il y avait Marinelle Debetta, la directrice de Nebbia, à qui ça a beaucoup plu et puis qui m'a soutenu et poussé pour en créer un spectacle d'1 heure environ. Avant d'aller plus loin, je vous propose de voir un extrait du spectacle. Il a été tourné ici même en automne dernier. Il tombe toujours, il tombe toujours, il tombe toujours, il tombe toujours. Il tombe toujours, il tombe toujours, il tombe toujours, il tombe toujours, La sensation. Le conscient. Tu fais quoi là? La sensation. Je me prépare à l'impact. Le conscient. N'importe quoi, vraiment. Ça m'étonne quand même qu'il n'ait pas pensé à la mort. Je veux dire, moi, dans sa situation, j'y aurais pensé tout de suite. Ça me paraît d'une évidence, tu vois. Si t'es en train de tomber comme ça, c'est clair que... Que veux-tu? Certaines personnes sont plus résilientes que d'autres. Pas tout le monde ne voit le verre à moitié vide. Mais j'oublie que tu es un Capricorne. Têtu, borné, avec cette tendance au défaitisme. Ah non, monsieur. Ah, tu veux pas me dire que tu crois aussi à ces trucs de bonne femme? Non, mais franchement, je veux dire, pour toi, tout est joué d'avance, tout est écrit. Non, pas tout. S'il avait été écrit que je devais travailler avec toi, tu vois, je n'aurais jamais signé le contrat. Non, mais sérieusement. Oui, je pense que certaines choses nous échappent. Qu'on a des tendances, que l'on suit quelque chose sans vraiment toujours le savoir. C'est peut-être ça qui te chiffonne.
Antoine Zibelonghi, dans cet extrait, on voit que vous oscillez entre humour et poésie. Alors comment s'est fait les choix dans la création? C'était un processus créatif, dans le sens que le premier jet qui s'est passé pour Carte Noire s'est passé assez instinctivement, c'est sorti comme ça, c'est venu comme ça. Et puis après, dans cette idée de produire un spectacle d'une soirée, était toute la réflexion de savoir qu'est-ce que je fais avec ce matériel. Est-ce que je l'étire? Est-ce que je rajoute d'autres segments, d'autres parties? Puis je crois que j'ai essayé un peu tout, en fait. Je me suis mis à l'écriture, qui est une chose qui ne m'est pas tout à fait étranger parce que je crois que j'aime bien écrire, mais qui m'est absolument insupportable du point de vue de l'orthographe, parce que je suis dysorthographique total. Donc j'ai toujours ce complexe d'écrire faux, mais j'aime bien trouver les bons mots. Donc voilà, donc j'ai fait des essais de plusieurs textes qui relataient justement plus ou moins la chute, plus ou moins la résilience, plus ou moins les différentes formes de chute aussi, en dépression, les chutes de sens, les chutes, ce genre de choses-là. Et puis essayer de mélanger tout ça, des grandes discussions avec Nina Pigné, qui est ma compagne, mais qui est aussi le regard extérieur et la metteuse en scène sur ce projet. De savoir comment présenter, comment introduire cet extrait qui avait bien marché lors de Carte Noire dans cet ensemble de textes, est-ce que ça fait sens? Donc plusieurs tentatives pour finalement décider que c'était cet extrait qui allait être agrandi, avec des parties de texte qui allaient être intégrées, particulièrement le bout qu'on vient de voir là, avec la suite des pensées. Typiquement, ça c'est un texte qui a été écrit à côté et puis qui s'est retrouvé dans le déroulé en fait, de cette chute. Et très clair, en fait, très clairement, c'est arrivé assez rapidement cette idée que la structure du spectacle en fait, parlerait du moment de la chute. Donc ne raconterait pas comment je suis arrivé à chuter ou comment le personnage arrive à tomber, ni ce qu'il en advient après, mais vraiment de cet instant suspendu, en fait, dans un moment étrange qui est plus forcément en lien avec les lois réelles dans lesquelles on vit, en fait. Et alors, dans ce spectacle, quelle est la part de vécu réel pendant la chute et quelle est la part d'invention? Alors c'est un phénomène, je pense, que beaucoup de gens rencontrent, ou qu'on a peut-être tous rencontré, je ne sais pas. En tout cas, moi, je l'ai vécu, c'est cette espèce de dilatation du temps. Ce sentiment entre le début de la chute et puis le moment de l'atterrissage, qui allait, dans mon cas, je pense que c'était une poignée de secondes, quelque chose comme ça, mais l'impression qu'une éternité peut s'introduire dans cet espace-là. Donc le temps peut se dilater. C'est une expérience qui me travaille, qui me touche, que j'ai aussi expérimenté dans ce qui est dans le mouvement, dans le cirque en fait. Apprendre à faire un salto, c'est apprendre à maîtriser son corps, mais c'est aussi, d'une certaine manière, dilater le temps entre le moment où on quitte le sol et puis le moment où on le retouche pour pouvoir placer tous les mouvements pour qu'on atterrisse sur nos pieds. Et donc c'était quelque chose qui me fascinait dans cette chute-là, c'était tout ce qui a pu se passer, toutes ces pensées qui ont pu se retrouver à l'intérieur. Alors après, il y a des choses qui se sont rajoutées de par l'écriture, de par le plaisir d'écrire ou le plaisir des images. Il y a d'autres choses qui sont là. Pour revenir à l'extrait, justement, les vaches, je les ai vues en tombant. Après, je n'ai pas pensé effectivement à leur tomber sur le dos, disons, mais elles étaient bien là. Oui, il y a des choses comme ça qui... Et après avoir frôlé la mort, au fond, ce spectacle, est-ce qu'il vous a aidé d'une certaine manière? Est-ce qu'il y a une vertu thérapeutique dans ce spectacle? Personnellement, peut-être, sûrement. J'ai employé d'autres moyens pour travailler sur ce choc. Ce n'est pas une visée de faire un psychodrame où je m'épanche sur mes problèmes en public. Mais oui, je pense que d'une certaine manière, ça m'a aidé, oui. Mais c'était vraiment l'idée aussi de pouvoir le déconnecter de ma propre expérience, en fait, de m'inspirer de ma propre expérience, d'en prendre ça, de la faire se reproduire pour créer du matériel, mais de pouvoir trouver le lien finalement qui est avec toute la réalité de la chute qui est propre à chacun de nous, vu que c'est le premier apprentissage quand on apprend à marcher, c'est d'apprendre à tomber. On dit que les premiers pas, le pas passe par une situation de déséquilibre, et si on ne se met pas en déséquilibre, on ne peut pas marcher.
Donc on est en chute d'une certaine manière, mais maîtrisé. Et puis oui, avec cette optique qu'une fois forcément on finira par tomber. Alors peut-être que si on a de la chance, on sera déjà dans un lit quand on tombera pour la dernière fois, mais sans ça, notre corps finira bien d'une manière ou d'une autre dans l'état allongé. Ouais. Donc oui, je pense que d'y réfléchir, d'y travailler, ça m'a aidé, mais c'est vraiment plutôt l'idée d'ouvrir cette thématique de la chute qui est présente tout le temps. Peut-être qu'il y a même une constante de la vie, en fait, l'idée de tomber. Alors on pourrait dire l'idée de tomber pour se relever, mais il y a, dans l'idée de tomber, il y a ce moment de lâcher prise, il y a ce moment où on ne maîtrise plus ce qui est en train de nous arriver. Et puis c'est bien tout ça qui panique en fait le conscient et puis la sensation, c'est que, enfin surtout le conscient, c'est que tout d'un coup il n'a plus les fils, les commandes en main, quoi. Il est dépassé par ce qui arrive. Alors vous l'avez dit, hein, dans ce spectacle, vous avez fait le choix de ni parler ce qui vous a amené à la chute, ni ce qui s'est passé après, comment vous vous êtes relevé. Donc, le spectateur, au fond, il reste sur sa faim, il ne sait pas ce qui se passe. Alors est-ce que pour cette partie, vous avez prévu une suite ou est-ce que ça ne vous intéresse pas le moment de se relever ? Je pense que c'était une thématique qui était trop proche de moi du fait que j'étais en train de la vivre et que je suis encore en train de la vivre parce que ça a impacté quand même assez grandement ma façon d'appréhender le monde, je dirais. Donc il y a peut-être quelque chose de trop personnel, de gênant qui n'est pas encore prêt. Et puis je pense qu'il y a beaucoup d'histoires, en fait, de narration sur des gens qui sont tombés ou qui se sont fait mal ou qui ont vécu quelque chose de difficile et puis qui s'en relèvent ou qui s'en relèvent pas. Et ça ne m'intéressait pas trop de creuser là. Et puis après, quant à faire une suite, pour l'instant, j'en vois pas le besoin, en fait. C'est vraiment cet instant entre ce conscient, cette sensation qui se retrouve dans un état qui les dépasse totalement et puis qui essaye d'y faire face tout en réalisant petit à petit qu'en fait, ils peuvent que le vivre et que ça se passera comme ça, mais qu'ils n'ont pas d'emprise là-dessus. Alors dans le spectacle, vous abordez aussi ces questions lancinantes, le pourquoi. Pourquoi moi ? Pourquoi ça m'arrive ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter ? Alors, est-ce que c'est des questions qui vous ont vraiment habité à ce moment-là ? Est-ce qu'ils vous habitent encore ? Oui. Ouais, c'est des questions qui m'ont habité, qui m'habitent encore, qui ont commencé de m'habiter, je crois même, peut-être pendant le moment de la chute, en fait, ma propre chute, donc. Dans la non-acceptance de la réalité, en fait. C'est pas possible, ça peut pas m'arriver, pourquoi moi, pourquoi maintenant, après coup, ouais. Oui, parce que, en fait, ça soulignait vraiment le phénomène que ce qu'on vit, ou que la vie qu'on vit, que ce soit du croissant qu'on mange le matin, ou au grand amour qu'on rencontre au coin d'une rue par hasard et au coup de foudre, c'est vraiment une suite de conséquences et puis d'actions, de réactions en fonction de ce qu'on fait, et puis que de ça naît une possibilité ou l'autre, et puis qu'on choisit ou pas d'en prendre une ou l'autre. Et puis ça, c'est quelque chose qui est fascinant, en fait, de se dire qu'il y a des milliers de détails qui font que je ne pourrais pas être ici en train de raconter cette histoire si j'étais tombé dans l'autre sens, si j'étais tombé sur une route, si j'étais tombé de beaucoup plus haut, plein de choses. Et il y a des milliers de détails qui font que, en fait, je pourrais aussi ne pas être ici à raconter cette histoire, mais parce que la chose ne me serait pas arrivée. Si ce matin-là, je n'y étais pas allé, si c'était le deuxième vol que je faisais, donc si j'avais décidé de m'arrêter au premier, si j'avais pas oublié, j'avais une séance le jour où je suis tombé et j'ai oublié cette séance. Du coup, si j'avais pas oublié cette séance, certainement que j'aurais pas créé ce spectacle et qu'on serait pas ici en train d'en discuter. Alors de manière générale, si vous regardez en arrière, quel regard portez-vous sur cet accident aujourd'hui ? Il est double, je pense. Il est d'un côté... D'un côté, il y a tout ce que ça a engendré ce spectacle, ça a engendré une réflexion sur les priorités dans la vie, certainement, sur mon rapport à ma famille, sur la valeur des moments. Et puis, en même temps, une espèce de blessure, en fait, du fait de la douleur qui est encore constante à certains moments.
et puis du souvenir de ce que j'ai perdu aussi corporellement, vu que voilà, j'avais une formation de cirque, et puis que actuellement le cirque c'est un peu difficile dans ce sens-là, en tout cas l'acrobatie, on va dire. Donc il se mélange de nouveau, je pense, comme dans entre la chance et la malchance, entre quelque chose de très fort et de très positif en fait, et puis quelque chose de terriblement angoissant et puis de destructeur. Alors vous l'avez dit, hein, dans le spectacle, vous abordez la chute, votre chute, mais à travers votre chute aussi la chute de manière générale, plus générale, aussi celle de notre société. Est-ce que vous pensez que notre société est en train de tomber? Je pense qu'on n'a jamais vu de société qui se développait à l'infini. Une société a toujours une finitude d'une manière ou d'une autre, donc ce serait un peu illusionniste que d'imaginer que notre société ne va jamais tomber et continuer comme ça à l'infini. Après, moi, oui, j'ai ce sentiment qu'on est dans une société, en tout cas, qui tombe, qui se transforme, en tout cas, qui doit absolument remettre en question ses anciennes façons de fonctionner, qui doit remettre en question ses objectifs, qui doit se positionner aussi sur cette chose nouvelle qui est la globalité de la planète, c'est-à-dire qu'on est maintenant, qu'est-ce qu'on va dire, 20 dernières années, 30 dernières années en tout cas, avec l'apparition d'Internet, le développement de la communication, on est un ensemble, on est une planète, même si c'est irreprésentable de s'imaginer 8 milliards de personnes, mais disons qu'on est dans cette globalité-là. Et donc ça change le point de vue. Et c'est ça que je trouve fascinant, en fait, peut-être, dans le Covid finalement, c'est que tout d'un coup, bizarrement, on est toute la population de la Terre contre quelque chose. Donc on est unis face à quelque chose de commun. Et donc est-ce qu'on tombe? Peut-être qu'on est en train de tomber, mais par là même, du fait de l'union, ça nous relève aussi d'un autre côté. Je pense que c'est un va-et-vient d'ailleurs, quand quelque chose se détruit, quelque chose d'autre se transforme, j'imagine. Mais... Alors justement, vous parlez du Covid. Est-ce que vous pensez que votre chute, et peut-être ce spectacle, vous a aidé à mieux faire face à la crise du Covid? C'est rigolo parce que j'ai dit ça à mon psy à un moment donné. Mais oui, d'une certaine manière, oui, je pense. Parce qu'il y a une certaine résilience. Dans la crise du Covid, il y a aussi de la résilience, il en faut. Et puis c'est lâcher quelque chose qu'on a connu pour découvrir autre chose. Donc oui, après, ce que je pense aussi, c'est qu'en tant qu'artiste, et puis ça, je pense pour une majeure partie d'artistes qui vivent de façon économique très restreinte, finalement c'était moins apeurant de se retrouver confronté à la crise du Covid financière, parce qu'on avait l'habitude d'être dans cette espèce de minima par rapport à quelqu'un qui a un salaire fixe, qui reçoit tout le temps, qui est habitué à ça, à se recevoir continuel. Mais oui, il y a des parallèles à tirer. De toute façon, en fait, c'est peut-être ça qui est intéressant aussi ce que j'en retire de positif dans cette chute, c'est tous les parallèles qui peuvent se retrouver. C'est-à-dire que la résilience peut se faire, oui, sur un truc énorme comme ça, ou encore quelque chose de pire, certainement. Mais elle peut aussi se faire dans le fait quand on se tape le pied contre le coin de la table de salon, il y a aussi, peut-être si c'est très rapide, mais les étapes de la résilience sont aussi là d'une certaine manière. Et alors, quel conseil donneriez-vous à une personne qui est en train de vivre une crise, qui est en train de vivre une chute? Aucun conseil, parce que je crois que je suis pas apte pour fournir un conseil, mais je pense que c'est proche à chacun de vivre ce qu'il a à vivre là-dedans, d'en tirer ce qu'il a à tirer, de souffrir ce qu'il a à souffrir, dans le sens que chacun souffre ce qu'il décide de souffrir, peut-être. Non, je serais pas capable de donner un conseil, peut-être d'accompagner, d'écouter, oui.
mais de conseiller à chacun de construire la prochaine montagne d'où il va sauter. Et alors, si on veut vous voir, quels sont vos prochains rendez-vous, vos prochains spectacles? Si on veut me voir, c'est difficile. Non, il devrait y avoir des dates qui vont vraisemblablement se fixer pour septembre à Moutier et puis à Delémont dans la foulée. À voir si d'autres dates s'organisent encore. Ça, c'est pour l'étape pour l'art de la chute. Et puis sans ça, comme autre projet, justement, c'est Impact, un projet qui travaille sur la manipulation. Tout autre. Et puis, ça aura lieu plutôt en septembre 2022. En tout cas, on vous souhaite que ces spectacles puissent avoir lieu et plein succès. Merci Antoine Zivilangui. Merci. Et merci aussi à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans Telle Église et portez-vous bien.